Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve en compagnie de la carte mère Asus P5S 800-VMS, donc le nom un peu accouché dehors. Donc en fait c'est une version un petit peu castrée de la P5S 800 VM classique. Cette carte mère est équipée d'un socket LGA 775, donc pouvant accueillir les Pentium 4 et les Celeron D sous l'architecture Gallatin et Prescott, ainsi que de la RAM en DDR jusqu'à 400 MHz sur 2 slots. Et donc ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'est de tester un petit peu le chipset graphique intégré à la carte mère, donc qui est un chipset fabriqué par SIS, et la référence c'est le SIS 661. Donc sur cette carte mère, nous avons un Pentium 4 cadencé à 3 GHz avec la fonction Hyper Threading, donc un cœur, 2 threads, et nous allons avoir alors au début 512 mégas de RAM, et ensuite on va passer à 768, mais vous allez comprendre, il y a eu des petits soucis avec cette carte, car lorsque j'avais présenté la carte mère dans une de mes précédentes vidéos, elle était dotée de 2 barrettes de 256 mégas pour un total de 512. Mais ne vous inquiétez pas, nous aurons le temps de revenir sur les problèmes rencontrés tout au long de la vidéo. Tout d'abord, nous allons mettre en place tous les accessoires nécessaires au fonctionnement de la carte mère, donc clavier, souris, écran VGA, mais également des enceintes connectées au port jack arrière de la carte mère, ainsi qu'un câble RJ45 directement relié à internet. J'y ai également branché un HDD de 2,5 pouces de 80 Go avec Windows XP installé dessus, ainsi qu'un lecteur de CD si jamais il y a besoin de refaire une installation. Cependant, je fais face à une erreur que j'aurais dû envisager, c'est que Windows XP a été installé sur le disque dur via un autre ordinateur. Ceci créant des conflits et empêchant l'ordinateur de booter jusqu'à Windows. Je tente donc une réinstallation avec le disque d'installation. Cependant, j'avais oublié que certaines anciennes cartes mères avaient du mal à laisser l'installation de Windows XP se dérouler correctement sur des disques utilisant l'interface SATA. Je retente donc une installation de Windows en utilisant un disque et un lecteur de CD en interface IDE. Et cette fois-ci, l'installation semble se dérouler correctement. Je peux donc choisir ma partition, la formater en NTFS et ainsi qu'installer les différents drivers de la version modifiée de Windows XP que j'utilise habituellement. Les différents fichiers d'installation de Windows XP se sont correctement copiés sur le disque dur. Il est maintenant temps de mettre en place les différents drivers et ainsi que configurer le système d'exploitation. Je commence par les réglages basiques, la date, l'heure, le fuseau horaire, et je laisse ensuite l'installation se dérouler. Une fois ceci terminé, Windows XP se lance correctement. Cependant, il reste encore les drivers propriétaires à installer. Je me rends donc sur le site d'Asus et télécharge les différents drivers. Et là, un premier problème se présente. En effet, bien que j'ai installé les drivers son fournis par le constructeur, aucun son ne s'échappe de mes enceintes. Je décide donc d'aller voir dans les paramètres audio afin de voir si plusieurs sorties sont disponibles. Or, la seule sortie disponible est répertoriée comme AC97, soit le nom du driver audio installé. Je décide donc de passer sous Linux afin de voir si le problème persiste. Et malheureusement, le problème est le même. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je branche une prise jack à l'arrière de la carte mère, l'interface Realtek le détecte automatiquement. J'ai beau avoir désinstallé et réinstallé les différents drivers, cela ne fonctionne toujours pas. Si jamais quelqu'un a une idée dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais je vais passer outre le problème, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les performances du chipset graphique intégré. On va donc pouvoir passer au test de performance dans les jeux. Mais avant tout, petit aparté sur les caractéristiques du chipset graphique. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons bien notre Pentium 4 cadencé à 3 GHz. Et donc là notre chipset graphique SIS avec 64 Mb de VRAM. Donc nous commençons d'abord par Half-Life premier du nom en 800x600 en OpenGL. Donc comme on peut le voir en extérieur, on atteint difficilement les 30 images par seconde. Mais le réel problème c'est cet effet de stuttering que l'on a lorsqu'on bouge la caméra ou lorsqu'on avance, rendant les déplacements assez désagréables et surtout la visée assez aléatoire. En intérieur c'est légèrement mieux, on oscille vers les 35-40 images par seconde, mais c'est pas encore l'idéal puisqu'on a toujours cet effet de stutter qui gâche vraiment l'expérience. Par contre en 640x480 c'est déjà beaucoup plus jouable, le jeu frôle les 50 images par seconde et on perd cet effet de stutter. Half-Life premier du nom requiert un minimum de 16 Mb de VRAM alloué et recommande 32 Mb sur une carte graphique dédiée. Je suggère donc un problème de bande passante puisque ici nous avons largement suffisamment de VRAM. Cependant comme évoqué précédemment, nous avons affaire à un chipset graphique intégré avec une bande passante et une fréquence mémoire assez limitée, ce qui va avoir des répercussions importantes sur les performances à des résolutions supérieures. On se retrouve désormais sur Age of Mythology donc en 640x480. Donc on peut voir que lorsqu'il se passe pas grand chose, on oscille entre les 35 et 40 FPS, donc ce qui est tout à fait correct. Cependant, à cette résolution et les graphismes au minimum, le jeu est loin d'être séduisant à l'œil. On a un peu cette sensation de graphisme un petit peu sur DS, très pixelisé, avec des textures extrêmement lisses. Je dirais donc que ça reste jouable, mais pas forcément très plaisant. Les modèles sont très grossiers, et surtout les détails de végétation ressemblent un petit peu plus à une bouillie qu'à autre chose. C'est désormais l'heure de jouer à System Shock 2, lui aussi en 640x480. Le jeu reste assez beau visuellement, et lorsqu'il se passe rien,
moyen, on oscille entre les 35 et 40 images par seconde, ce qui est parfaitement respectable. Cependant, lorsqu'il y a des effets de volumétrie et des effets de particules, le chipset monte rapidement ses limites et chute en dessous des 20 images par seconde. Ce qui est notamment le cas dans les modules d'entraînement du début, où on oscille entre les 25-30 images par seconde, car on a pas mal d'effets de lumière, des niveaux assez labyrinthiques. Donc même si la résolution assez faible dans ce jeu n'est pas très problématique à mon sens, cela va surtout être problématique lors de notre avancée dans le jeu, puisqu'on aura affaire de plus en plus à des environnements hostiles avec des effets volumétriques et autre chose, et là on risque d'avoir des sacrés problèmes de performance. Donc là on se retrouve maintenant sur The Elder Scrolls 3 Morrowind, donc comme vous pouvez le voir c'est très compliqué. On est graphisme au minimum, et en 640 par 480, donc on peut pas aller plus bas, et on atteint les 14 images par seconde, rarement les 20. En intérieur, un petit peu dans les maisons, c'est là où c'est le plus tolérable, mais c'est clairement pas jouable. Déjà que les combats de ce jeu sont assez durs et assez spéciaux, jouer à 14 images par seconde, je pense que c'est même pas la peine. Là on commence à atteindre le niveau d'images par seconde d'une soirée diapo chez mamie. Ensuite on se retrouve sur Sacred premier du nom, donc là c'est encore pire puisqu'on est entre 7 et 8 images par seconde lorsque la caméra est au plus loin, et on atteint péniblement les 10 images par seconde lorsqu'on serre au maximum. Donc là, avec un hack and slash qui nécessite d'être assez rapide, d'avoir des réflexes, c'est même pas envisageable. Après, je tiens à rappeler qu'il s'agit ici de la version GOG, donc qui sont des versions qui ont été patchées par des développeurs en interne. Donc il se peut que en version CD, si vous l'avez encore, ce soit un peu moins gourmand. En sachant que le jeu est sorti en 2004, même si c'est un jeu mi-2D, 3D, ça risque d'être très difficile à jouer. C'est sans grands espoirs que j'ai donc essayé de lancer Torchlight, le jeu ne se lance tout simplement pas. Et il en va de même pour Beyond Heretics, qui est un jeu émulé sur DOSBox. Et bien que le jeu se lance, il reste bloqué à l'écran de chargement. Et pour finir sur une note positive, nous testons Icewind Dale 2, donc qui est un très bon jeu pour ceux qui l'ont jamais essayé. Et donc le jeu est capé originellement à 30 images par seconde et il les maintient quasiment tout le temps. On a des petites chutes des fois à 27 ou 28 lors de certains effets, lors de gros combats, mais rien de bien alarmant, donc ce jeu est parfaitement jouable sur le chipset. Donc en conclusion, je dirais que le bilan est très mitigé, voire même négatif. Cependant, des jeux peu gourmands ou fin 90, début 2000 devraient être jouables sans trop de problèmes, bien que cela implique en général de ne pas dépasser la résolution de 640 par 480. Cependant, comme je l'ai évoqué précédemment, j'ai eu un souci avec cette carte mère. Elle fonctionnait parfaitement bien, pas de souci, et je l'ai laissée un petit peu de côté en la stockant avec le reste de mon matériel informatique que je mets en décoration. Et lorsque j'ai voulu la retester, parce que j'avais envie justement de mettre un petit peu à l'épreuve le chipset graphique, c'est avéré que j'ai eu des soucis et la carte mère ne voulait pas booter, ça indiquait une erreur mémoire. Or les barrettes n'avaient aucun souci, elles fonctionnaient parfaitement parce que j'ai pu les tester sur d'autres cartes mères et il n'y a eu aucun problème. Je me suis donc dit que c'était peut-être pile CMOS, car il y a des anciennes cartes mères en fait quand la pile CMOS atteint un niveau de batterie trop critique, soit elle refuse totalement de booter, ou alors il peut y avoir des petits soucis d'instabilité. Cependant j'ai beau avoir changé la pile de la carte mère, finalement ça n'a rien changé. J'ai donc laissé les deux barrettes, celle de 512 et celle de 256, et cela a fonctionné sans aucun problème. Mais je reste assez perplexe quant à l'issue de ce problème. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que j'ai eu un souci avec le chipset audio, qui ne donnait aucun son bien qu'il détectait lorsqu'une prise jack était branchée à l'arrière de la carte. J'ai bien entendu essayé de réinstaller le driver du chipset audio en ayant changé les barrettes de RAM, mais rien n'y fait. Je reste donc face à deux problèmes que je n'ai pas pu résoudre, et c'est pourquoi je fais appel à votre aide dans les commentaires si jamais vous avez une solution que je n'aurais pas testée. De mon côté, je vais continuer à fouiller dans les forums, et auquel cas, si je trouve une solution, je vous la partagerai sous les commentaires de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, bien qu'elle ait été un peu chaotique. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine, et n'hésitez pas à vous abonner. Salut!